Alors, quelques mots d'introduction, puisque l'enregistrement de la conférence de Sophie Binet n'a pas démarré tout de suite. Donc d'abord, un grand merci à Sophie Binet pour sa participation, mais surtout quelques mots d'explication. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de faire cette conférence sur la place des cadres dans le secteur public et le sens du travail? Eh bien d'abord, parce que notre administration centrale, en se recentrant sur des missions de pilotage, est principalement devenue une administration de cadres. Nous avons 68% de personnel de catégorie A, plus précisément 45% de personnel de catégorie A et 23% de personnel de catégorie A+. Et nous avons également 20% de catégorie B. Au final, c'est au moins 2/3 des agents qui sont des cadres, voire même 88%, puisque en service déconcentré, en établissement, qu'on soit catégorie A ou B, on peut avoir des fonctions d'encadrement. Mais le cadre, finalement, ne se définit pas seulement par la question de l'encadrement. La question, c'est pas seulement comment bien encadrer, mais c'est aussi quelle reconnaissance de l'expertise, de la qualification, quelle valorisation des parcours, puisque évidemment, l'encadrement ne peut pas être la seule perspective offerte à 2/3 des effectifs. Nous avons donc proposé à Sophie Binet d'intervenir, puisque Sophie Binet est secrétaire générale de l'UGICT. L'UGICT, c'est l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens au sein de la CGT. C'est une organisation transversale, interprofessionnelle, qui syndique justement les cadres, ingénieurs, techniciens de toutes les branches professionnelles, et qui permet justement une discussion et une réflexion sur l'encadrement. Donc son éclairage est pour nous particulièrement intéressant parce qu'il ne se nourrit à la fois d'expériences du public, mais aussi du privé. Et donc, place à Sophie Binet pour cette conférence. On la remercie évidemment très fort de nous avoir accordé ce temps. Elle démarre par une intervention sur la négociation européenne sur le télétravail, où justement la définition du statut de cadre est abordée. C'est par là qu'on aborde l'enregistrement de la conférence. Merci. Importante et on espère bien gagner un accord. On a obtenu que ça débouche sur une directive, donc que ça soit normatif, qui permette de revoir la situation française ensuite. Ensuite, donc, l'UGICT CGT, elle a récemment négocié un accord sur le statut cadre. Ça concerne les salariés du privé, mais il y a toujours un impact sur le public. Et donc, c'est une négociation qui a duré très longtemps parce que le patronat ne voulait pas pérenniser le statut cadre. Et dans cette négociation, nous nous sommes battus pour que dans la définition de cadre, ça soit non seulement celles et ceux qui encadrent, mais plus largement, toutes celles et ceux qui ont un niveau de responsabilité, un niveau de qualification et un niveau d'autonomie et une expertise dans leur travail. Donc c'est pour faire écho à ce que vous dites. Parce que quand on regarde au niveau interprofessionnel, c'est seulement 1/3 des cadres qui encadrent en permanence et 60% des cadres qui ponctuellement peuvent être amenés à encadrer. Mais on voit déjà que, en fait, il y en a 40% qui n'encadrent jamais. Et du côté des catégories B, donc dans le privé, ça s'appelle technicien, agent de maîtrise, c'est 20% qui encadrent en permanence et 40% qui encadrent ponctuellement. Donc pour nous, c'était très important dans la définition du statut cadre de conserver, comme c'était le cas auparavant, non seulement celles et ceux qui encadrent, mais plus largement de l'adosser sur ces 3 critères qu'on a obtenus, donc le niveau de responsabilité, le niveau de qualification et l'autonomie dans le travail. Et on a également obtenu de conserver un périmètre large qui inclut les cadres et les assimilés, c'est-à-dire des gens qui sont agents de maîtrise, profession intermédiaire, mais qui exercent quasiment des fonctions de cadre et qui, du coup, sont inclus dans le périmètre. Donc ça, c'est un accord qu'on a renégocié entre 2018 et 2020. Ça a été extrêmement long comme négociation et qu'on a signé juste après le début du confinement. Voilà. Et enfin, sur la présentation de l'UGICT, on réalise chaque année un baromètre sur l'état d'esprit des cadres. Donc ça, c'est un baromètre qui est réalisé par un institut de sondage. Et puis on en fait un sur l'état d'esprit des professions intermédiaires et techniciennes, donc je vous en parlerai un peu après. Celui sur les cadres, on l'a rendu public fin septembre, et celui sur les professions intermédiaires et techniciennes, on va le rendre public le 5 décembre, avec un webinaire auquel chacune et chacun peut participer. Peut-être moi, avant de vous laisser la parole, je voulais rebondir sur un point. L'UGICT CGT, elle fait depuis 20 ans, on fait un gros travail sur la question du management.
Bon, bien sûr, ça a été lié à l'émergence des premiers suicides au travail. Donc, c'était à France Télécom et puis au technocentre de Renault, donc au début des années 2000. Et ça nous a permis, en fait, ce travail, et je pense que c'est encore salutaire de encore et toujours le faire aujourd'hui, d'analyser les processus de management. Donc, c'est toujours les mêmes choses, les transformations. Ça commence dans le privé et dans les secteurs les plus financiarisés du privé, puis ça arrive in fine dans les entreprises publiques, puis dans la fonction publique. Donc, d'analyser ces nouvelles méthodes managériales, ces nouvelles modes managériales qui étaient imposées, et de comprendre qu'il ne s'agissait pas de choix individuels, de quelques managers dysfonctionnels, mais bien de choix politiques et de systèmes politiques de management. Et déjà, quand on prend les choses de ce point de vue-là, c'est émancipateur parce que ça permet de sortir de la culpabilisation individuelle qu'on peut avoir en se disant c'est moi qui n'arrive pas à bien travailler avec mon hiérarchique, ou sinon aussi des logiques de bouc émissaire sur... Bon, après, on sait très bien qu'il y a des gens aussi dans leur fonction d'encadrement qui peuvent dysfonctionner, mais le problème est bien plus large que ça. Et ça a d'ailleurs été, si vous avez suivi le procès de France Télécom, vous vous souvenez que la stratégie de la direction, ça a été de plaider sur le dysfonctionnement de quelques cadres qui auraient dysfonctionné dans leur pratique managériale. Et c'est le point très important de la condamnation de France Télécom, c'est que France Télécom a été condamnée pour son système managérial. Voilà. Et donc sur ces nouveaux systèmes managériaux qu'on a vu arriver avec la financiarisation du travail et la financiarisation des entreprises, nous on les qualifie de Wall Street Management. Je pense que c'est suffisamment parlant. Le management par les coûts, en fait, le fait de faire dépendre tout le contenu du travail et de nos responsabilités professionnelles d'objectifs chiffrés, en général alignés sur la nécessité de dégager de la valeur pour les actionnaires quand on travaille dans le privé, ou quand on travaille dans le public sur des objectifs chiffrés. Donc c'est arrivé dans la fonction publique avec la LOLF justement au début des années 2000, qui vont conduire déjà à généraliser du reporting en permanence, à faire en sorte que ce reporting conduise à standardiser le travail, et puis à déconnecter ce reporting, ces objectifs chiffrés, du vrai contenu de notre travail et des vrais besoins de notre travail. On sait que quand on exerce des fonctions d'encadrement, quand on travaille, il y a toujours une dimension de relationnel dans notre travail notamment, qui peut jamais être limitée à des objectifs chiffrés, quelle que soit par ailleurs la définition et la pertinence de ces objectifs chiffrés. C'est-à-dire, déjà, il faut discuter sur le choix des objectifs, mais ensuite, même si on arrive à revoir le choix de ces objectifs chiffrés, de toutes les manières, ça ne peut pas résumer les objectifs du travail. Et donc, ce Wall Street Management, cette financiarisation du travail, elle repose sur 3 piliers. D'abord, la négation de la qualification, avec une forte individualisation de la rémunération, et le fait que dans le privé et maintenant dans le public, il y a une part variable toujours plus importante de la rémunération, et on va parler de compétences plutôt que de qualification. Et donc ça, le problème, d'abord, c'est qu'en général, les critères d'évaluation, etc., sont très opaques, subjectifs, et relèvent plus du fait du prince. Mais ensuite, évidemment, ça a une conséquence très forte en matière d'individualisation des collectifs de travail et donc de perte des marges de manœuvre, puisqu'il peut y avoir un impact direct sur la rémunération. Deuxième élément, et donc du coup sur la négation de la qualification, ça on le voit très fort nous dans notre baromètre, le baromètre cadre qu'on fait depuis 10 ans, puisque en fait depuis 10 ans, c'est à peu près constant, il y a plus de 50% des cadres, donc du public comme du privé, qui considèrent que leur rémunération est en décalage par rapport à leur qualification et aux responsabilités qu'ils et elles exercent. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le public. Les chiffres dans le public sont beaucoup plus élevés parce qu'on sait que dans la fonction publique, il y a un tassement. Bon, déjà, dans la fonction publique, les fonctionnaires sont mal payés, mais dans la fonction publique, c'est là où il y a le tassement le plus important des qualifications et une négation de la qualification la plus importante.
quelque part, on nous a enfin donné raison là depuis 6 mois avec les difficultés de recrutement, parce qu'on en est à un tel niveau de déclassement des cadres et professions intermédiaires dans la fonction publique qu'on n'arrive plus à recruter des profs, des médecins, des infirmières, etc., etc. Alors qu'on est quand même la 7e puissance mondiale. C'est quand même grave de se dire qu'on est à ce déficit de qualification, notamment dans la fonction publique. Et là, c'est le résultat de ce sur quoi la CGT alerte depuis plus de 10 ans, sur le fait que le gel du point d'indice, forcément, il y a un tassement salarial. Et ensuite, les seules mesures salariales qu'il y a depuis 10 ou 15 ans, c'est des mesures forfaitaires sur les bas salaires pour parer à l'urgence. Mais en attendant, ça génère un tassement et un déclassement extrêmement fort de rémunération, et donc le fait que les postes de fonctionnaires catégorie A et catégorie B sont de moins en moins attractifs. Et c'est aussi un problème de se dire que, bon, évidemment, on vient dans la fonction publique par conviction, mais indépendamment de ça, on ne peut plus attirer les meilleurs talents, parce qu'il faut aussi avoir des rémunérations attractives. Et c'est quand même un problème qu'on se prive des meilleurs talents à cause de cette pratique de rémunération. Donc, la négation de la qualification. 2, le fait qu'on n'est plus associé aux choix et orientations stratégiques. Normalement, dans la fonction de cadre, quand on est cadre, le principe, c'est qu'on est là aussi pour participer, pas décider seul, mais participer aux choix et orientations stratégiques. Après, ça, c'était peut-être plus vrai dans le privé que dans le public, parce que dans le public, notamment dans la fonction publique d'État, les choses sont très verticales et décidées d'en haut, bon, même si vous exercez en mission centrale, donc c'est moins le cas pour vous. Mais du coup, avec la financiarisation des entreprises et du travail, les choix stratégiques sont faits par les actionnaires et plus par les salariés, ni même les cadres. Et donc, dans notre baromètre cadre, c'est 75% des cadres qui disent qu'ils ne sont pas associés aux choix et orientations stratégiques de l'entreprise. Et puis le dernier élément, c'est que de ce fait-là, on se retrouve en contradiction régulière entre ce qu'on nous demande de faire, les choix et pratiques de l'entreprise, et notre éthique professionnelle. Dans notre baromètre, c'est en moyenne, alors ça varie entre 50 et 56% selon les années, mais on est toujours au-dessus de 50%. Donc plus de 50% des cadres qui disent que régulièrement, les choix ou pratiques de leur entreprise entrent en contradiction avec leur éthique professionnelle. Et ça, c'est pour moi le chiffre le plus fort en fait de ce baromètre. C'est que ça montre que la question des lanceurs d'alerte, qui est une question que l'UGIC CGT a mise dans le débat public, c'est nous qui avons amené la question dans le débat public maintenant, on avait lancé le sujet en 2014. En fait, c'est pas juste la question d'un Antoine Deltour, de personnes très courageuses, héros isolés qui vont faire primer l'intérêt général face à leur direction. En fait, c'est potentiellement le vécu d'une majorité de cadres à qui on demande de faire des choses avec lesquelles ils et elles sont en désaccord. Et le problème, c'est que nous avons une responsabilité professionnelle, que cette responsabilité professionnelle, c'est aussi une responsabilité individuelle qui peut nous amener au pénal dans un certain nombre de cas. Par exemple, vous avez peut-être suivi le procès de Brétigny de la SNCF. Donc Brétigny, on se souvient, le déraillement d'un train, il y a eu une dizaine de morts. Et bien dans ce procès, initialement, il y avait seulement le cadre qui était responsable de la sécurité de ces 20 km de voies qui étaient. Puis nous, on a réussi à ce que la direction de l'entreprise quand même y soit. Mais le cadre était dans le procès au pénal et il y est resté jusqu'au bout. Alors heureusement, on a réussi à ce qu'il soit relaxé. Mais il y a eu une tentative de émissaire de la situation, sachant que ce qui lui était reproché, c'était il était tout jeune en fait, il était arrivé seulement depuis 6 mois sur ce poste-là, il avait 30 ans, et évidemment tout le monde savait que c'était impossible avec les moyens qu'il avait de sécuriser les voies. Mais le problème, c'est qu'il a voulu, tout jeune, il s'est comporté comme ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire dire tous les jours tout va bien, je vais bien, parce qu'un bon cadre, c'est quelqu'un qui remonte à sa hiérarchie tous les jours que tout va très bien en fait. Parce que quand on remonte des dysfonctionnements à nos hiérarchies, on apparaît comme celui qui cause des problèmes et des difficultés au lieu de celui ou celle qui justement fait de la prévention et permet de régler les soucis. Et donc ce jeune cadre, il a répondu à toutes les directives qu'on lui demandait, c'est-à-dire prendre sur lui et aller de l'avant et faire comme si tout allait bien. Et donc
ne pas remonter les dysfonctionnements qui étaient évidents et dont la hiérarchie était bien évidemment au courant. Donc la conséquence, c'est que il y a des fortes contradictions entre ce qu'on nous demande de faire et notre éthique professionnelle et le bien travailler. Et la particularité, c'est que donc quand on est cadre et en responsabilité professionnelle, on n'est pas seulement victime des politiques de direction, des politiques managériales, mais qu'on est vecteur et victime. Et donc, la façon de résumer ça, c'est entre le marteau et l'enclume, avec des politiques qu'on ne partage pas forcément, mais que nous devons porter en direction des autres salariés. Donc, c'est évidemment le cas quand on est en situation d'encadrement, mais c'est aussi valable quand on est en situation d'expertise. Par exemple, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais il y a par exemple des cadres experts dans la fonction publique hospitalière, on va leur demander de préparer la sous-traitance de telle ou telle mission. Donc, ils n'encadrent personne, mais on va leur demander de mettre en place quelque chose avec, probablement, ils sont tout à fait en désaccord, d'organiser la sous-traitance d'une mission. Voilà. Du coup, nous, dans ce contexte-là, en fait, ce qui peut résumer les revendications, les propositions de l'UJIC-CGT, ça serait 2 slogans. Le premier, laissez-nous bien travailler. Alors ça paraît un peu paradoxal d'être obligé de dire ça, mais en fait, avec la financiarisation de l'entreprise et du travail, de fait, aujourd'hui, on empêche aux salariés qualifiés en responsabilité de bien travailler, on nie complètement leurs responsabilités. Et puis le deuxième slogan résumé, c'est dire il faut un plein exercice de la responsabilité professionnelle. La responsabilité professionnelle, c'est pas seulement des responsabilités individuelles devant les tribunaux quand ça dysfonctionne, mais c'est aussi la capacité de dire et faire autrement, d'avoir accès aux informations, etc. Et donc, pour nous, ce plein exercice de la responsabilité professionnelle, il repose sur une reconnaissance de la qualification et de l'expertise. Donc, ce que vous avez dit au début sur ne pas limiter la fonction de cadre à la fonction d'encadrement, mais aussi reconnaître au sens large l'expertise. Donc ça, c'est vraiment important dans le public de rappeler à l'employeur public ce qui est en vigueur dans le privé. Et donc, le statut cadre, il est large et qu'il inclut aussi tous les experts. La deuxième chose, c'est la question de l'autonomie. C'est-à-dire de dire que quand on est en responsabilité professionnelle, on doit pouvoir avoir une autonomie, mais que, attention, très souvent, l'autonomie, elle est instrumentalisée par les directions. C'est-à-dire qu'on dit, vous voulez être autonome, d'accord, eh bien, vous n'aurez plus de droits collectifs, ou de droits, vous serez déconnecté des droits des autres salariés. Par exemple, en matière de temps de travail, ça va se traduire, je ne sais pas si vous en avez, vous, dans votre administration, mais ça va se traduire par les forfaits jours. Vous êtes concerné par ça ou pas? Non? Bon, mais concerné ou pas, de toute manière, le point commun, ça va être de dire les cadres, si vous voulez être autonome sur l'organisation de votre temps de travail, venez pas pleurer pour vous faire rémunérer des heures sup. Et donc, on a un problème massif structurel sur les cadres et professions intermédiaires qui, donc en moyenne, je rappelle, le temps de travail moyen des cadres, c'est 44h30 par semaine, 44h30. Donc, on voit qu'on est déjà au-dessus des durées maximum autorisées par le Code du travail. Et ce temps de travail, en général, n'est pas rémunéré, pas récupéré, soit parce qu'on est au forfait jour, soit parce que même quand on est en horaire collectif, il n'y a pas de reconnaissance de ces heures sup. Et la réponse de la direction et parfois de collègues non cadres qui ne comprennent pas bien notre situation, c'est de dire les heures sup, qui est-ce qui vous oblige à faire? Arrêtez d'en faire, vous n'avez qu'à partir à 18h. Sauf qu'en attendant, nous, on a des responsabilités professionnelles, on a une charge de travail. Et quand on est attaché à son boulot, quand il n'est pas fini le soir, on n'arrête pas parce qu'il y a trop de conséquences sur les autres salariés. Donc, nous revendiquons à la fois d'avoir une autonomie qui est indispensable pour l'exercice de nos responsabilités, mais que cette autonomie, elle ne veuille pas dire pas de droits collectifs et des droits en deçà des autres salariés. Donc, ça veut dire, par exemple, en matière de temps de travail, tout temps de travail se décompte a priori ou a posteriori. Et donc, il faut que le temps de travail de tous les salariés soit décompté. Donc, la première chose sur les heures sup, ça repose par aider et faire en sorte que collectivement, on puisse faire remonter toutes les heures sup qu'on réalise. Et puis, après, se battre pour des récupérations, rémunérations, travail collectif sur la charge de travail, recrutement, etc. etc. Et donc, par exemple, en matière de temps de travail, c'est l'UJIC-CGT qui a inventé la revendication de droit à la déconnexion. Puisque du fait de l'autonomie de nos fonctions, on était amené et avec les nouveaux outils,
maintenant ils sont plus nouveaux, mais à l'époque, de fait, on travaillait de chez nous sans que ça soit du tout reconnu ni rien. Et donc, c'est suite à la campagne qu'on a lancée en 2014 que le droit à la déconnexion est rentré dans le Code du travail en 2017. Par contre, donc c'est une première étape importante, puisqu'à l'époque, en 2014, quand on avait lancé ça, on nous regardait avec des yeux ronds et on nous disait « Ah non, mais la CGT voulait tout réglementer, faut laisser, les choses vont se faire, les usages numériques, vous n'êtes pas moderne, etc. » Bon, maintenant, tout le monde est bien d'accord pour dire que le droit à la déconnexion, c'est indispensable. Mais donc, il faut aussi s'expliquer sur ce que c'est que le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion, c'est un droit, c'est pas un devoir. Le devoir, il est du côté de la hiérarchie, du côté de l'employeur. Parce que c'est pas parce qu'on est en responsabilité professionnelle que on est responsable des dépassements de son temps de travail. La responsabilité en matière de temps de travail, elle est intégralement du côté de l'employeur. Et donc, notre revendication de droit à la déconnexion, concrètement, ce que ça signifie, c'est que les salariés ne doivent pas être destinataires de sollicitations professionnelles en dehors de leur temps de travail. Et donc, on demande concrètement, maintenant avec les outils numériques, c'est hyper facile à mettre en place, à ce qu'il y ait des systèmes d'envoi différé de mails, de façon à ce que si quelqu'un veut nous envoyer un mail après, je sais pas, heure à définir collectivement, mais admettons 19 heures, il reste bloqué dans la messagerie et qu'il arrive seulement dans notre messagerie le lendemain à 8 heures. Parce que c'est bien gentil d'écrire en bas du mail « ce mail ne nécessite pas une réponse immédiate, blablabla », enfin je sais pas, il y a des formules de ce type-là. Bon, en attendant, quand je l'ai vu et que j'ai vu qu'il y avait une information négative, quelque chose de très important à faire pour demain, etc., bah, même si je le fais pas tout de suite, je peux être sûre que je vais pas dormir. Et puis, ça va m'inciter aussi fortement à le faire tout de suite. Donc, voilà, faut pas être hypocrite sur ce point-là. Voilà, donc droit à la déconnexion. Et puis le dernier aspect, c'est que quand on a une responsabilité professionnelle, on doit avoir la possibilité effective de faire autrement. Et donc, l'UJIC CGT, elle revendique un droit de refus, d'alerte et d'alternative lié à la responsabilité professionnelle pour, en fait, adosser la responsabilité professionnelle à l'intérêt général, en fait. Et dire que, in fine, dans les conflits de loyauté qu'il peut y avoir entre la loyauté vis-à-vis de l'intérêt de ma direction, vis-à-vis de l'intérêt de mon entreprise, vis-à-vis de l'intérêt général, ben, on doit, quand on est en responsabilité professionnelle, pouvoir in fine faire primer l'intérêt général. Donc c'est dans dans ce cadre-là qu'on s'est battu sur la question des lanceurs d'alerte. Et donc on a obtenu, je ne vais pas faire le détail, mais il y a eu plusieurs lois sur les lanceurs d'alerte et une dernière l'année dernière, voilà, qui est intéressante. Mais le but, c'est au-delà d'élargir sur des droits liés à la responsabilité professionnelle que vous savez qu'on a aussi pu obtenir sur des professions réglementées. Par exemple, les travailleuses sociales ont des droits liés à la responsabilité professionnelle, à un secret professionnel. Et puis, même si, par exemple, une assistante sociale d'un établissement, le chef d'établissement lui dit de ne pas faire quelque chose, elle a sa déontologie et elle va faire son signalement, quoi que lui dise le chef d'établissement. C'est la même chose pour les médecins, à un niveau restreint pour les infirmières. Les journalistes ont aussi ces formes de droits. Et donc, l'enjeu, c'est d'élargir ça et de le connecter à la question de la responsabilité professionnelle. Et puis enfin, le dernier aspect, c'est évidemment de dire que quand on est cadre, il n'y a pas de raison qu'on ait moins de liberté d'expression que les autres salariés. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent, en plus dans la fonction publique, avec l'histoire du devoir de réserve des fonctionnaires. On avait fait une affiche un peu provocante il y a quelques années qui s'appelait « Cadre, un devoir de loyauté, la fermer ». Et malheureusement, cette affiche a eu beaucoup de succès parce que ça correspond globalement à ce qui est entretenu par les directions. Et donc l'idée, c'est aussi de remettre à l'endroit ce que c'est que la loyauté et ce que ça n'est pas. Et donc la loyauté, c'est dire les choses dans les cadres. Parce que, en fait, c'est encore une fois, si on revient sur Brétigny, le problème du jeune manager de Brétigny, c'est qu'il a appliqué ce que lui demandait sa direction, c'est-à-dire la fermer. Et que de plus en plus, il y a un management autoritaire qui bride la liberté d'expression et qui empêche l'expression de désaccords, y compris dans les cadres. Quand dans une réunion de direction, enfin dans une réunion professionnelle, on dit et on interroge telle ou telle directive, etc., eh bien, on va être considéré comme étant en dehors de clous, voire même la nouvelle mode maintenant, c'est que de plus en plus, celui qui dit qu'il n'est pas d'accord, on va le taxer de harcèlement. Maintenant, il y a une forme d'inversion. On a de plus en plus de cas
ça s'applique d'un point de vue syndical, mais aussi professionnel, où celles et ceux qui font remonter des désaccords disent qu'ils harcèlent leur hiérarchie. Donc c'est dire le recul en matière de culture du débat et de liberté d'expression dans les boîtes quand on en arrive là. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas faire trop long. Merci beaucoup, Sophie, pour ces éclairages qui sont passionnants et qui renvoient à beaucoup d'éléments qu'on peut effectivement vivre, nous, en administration centrale. Et je suis sûre que ça fera largement réagir. Donc, s'il y a des remarques, questions, témoignages, n'hésitez pas. Bon, moi, peut-être j'avais une question, mais c'est une question par rapport à la CGT. Je suis au fond de la salle. Je ne sais pas si tu me vois, Sophie. Je suis là. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? Ouais. Donc, quand on a remonté le CGT à l'éducation nationale, c'était en 2008. On était très proche à l'époque, le GFF, donc la fédération de la fonction publique CGT. On appartenait à la fédération FERC, on appartient toujours à la fédération FERC. Et il y a eu des gros débats. Moi, à l'époque, j'étais dans les instances nationales de la CGT Éducation. Il y a eu des gros débats au sein de la CGT Éducation, qui est largement représentée par les enseignants, la corporation enseignants, pour sortir de l'affiliation UGIC. Donc, voilà. Donc, moi, je sais qu'à titre, en tant que par rapport à notre syndicat, l'opposition de la CGT nationale éducation ne correspondait pas à la situation que nous, on vivait à la centrale. Et je voulais savoir si ça avait évolué ce point-là ou pas. Est-ce que désormais, en 2022, la FERC, la CGT Éducation, est affiliée à l'UGICT? Ouais, c'est réglé. Non, c'est pas réglé, mais en fait, je parlerai de ça avec grand plaisir, mais je ne sais pas dans les participants s'il y a beaucoup de syndiqués, parce que sinon, ça risque de sembler un peu obscur. C'est juste ça que je voulais savoir. Il n'y a rien de plus, ça va être un peu obscur de la CGT. Non, mais il y a sans doute d'autres questions à traiter avant, mais après, c'est vrai que c'est une question intéressante parce qu'en fait, elle pose la question de est-ce qu'on se représente comme cadre ou pas, et notamment à la CGT Éducation, c'était sur la question des profs. Exactement. Est-ce qu'ils se vivent comme cadre ou pas? Et c'est vrai que nous, on a nous, en tout cas, à l'administration centrale, forcément, avec une majorité d'attachés, ingénieurs d'études, on a ingénieurs de recherche, etc. On a quand même beaucoup de personnel qui se vivent en fait comme cadres, par leur qualification, par leurs aspirations aussi professionnelles. Et c'est vrai, ce qu'on disait en introduction, c'est que le modèle qu'on va proposer de carrière en administration centrale, c'est toujours de passer par l'encadrement. Et un des points qui est très très clair dans la filière administrative, c'est que pour changer de groupe RIFSEP, donc les niveaux de prime en fait, eh bien on ne passe en groupe 2 que quand on est adjoint, et on ne passe en groupe 1 que quand on est chef de bureau. Et donc on a finalement l'essentiel des effectifs qui finalement est concentré dans un seul groupe de fonctions, mais surtout n'a finalement pas de perspective de carrière autrement en devenant encadrant, alors même que quand on a 68% de catégorie A dans une administration, on ne peut pas proposer comme seule perspective de carrière l'encadrement. Il faut qu'on puisse valoriser d'autres types de parcours. La qualification, très clairement. Et d'ailleurs, si on a une administration qui s'est recentrée sur des missions de pilotage, c'est aussi parce qu'on a une très forte qualification et parce que, et ça, tout va ensemble. Donc, là, c'était... mais je suis sûre qu'il y a des... Si je peux compléter sur la question du tassement aussi, c'est une vraie problématique, un tassement des salaires, parce qu'effectivement, en plus, pour être considéré comme encadrant et donc monter dans le RIFSEP en groupe 1 ou en groupe 2, désormais, ces postes aussi sont bloqués par des sorties d'IENA. Donc les agents, l'ENA quand même. Les sorties d'ENA, et ça fait qu'effectivement il y a encore plus cette espèce de chape de plomb ou de plafond de verre qui se pose à tous les catégories A en administration centrale. Alors sans revalorisation, effectivement l'accent mis sur
c'est très important, on parle de compétences et non plus de qualification, parce qu'on individualise l'expertise en disant toi t'es bon et toi t'es moins bon. Voilà. Alors, il y a Christian qui a levé la main. Donc, Christian, tu avais une question, je crois. Non, je voulais simplement dire que effectivement l'expertise elle est insuffisamment valorisée. Enfin moi je trouve à la centrale par rapport à l'encadrement et donc ça a un corollaire, c'est que comme l'expertise est insuffisamment valorisée, eh ben les experts il y en a plus où ils partent et le corollaire c'est qu'il y a un recours à la sous-traitance pour des tâches d'expertise et ça c'est encore accentué dans les BAP et dans les postes en tension. Par exemple, si vous êtes un poste comme architecte transverse, c'est super recherché. Si vous n'avez pas les barrettes, c'est pas bon. Et donc, vous avez beau être expert en architecture, à la fin, vous n'avez plus d'expert en architecture. Et à la fin, la sous-traitance prend le relais. Et donc, le ministère va pourvoir ces postes très stratégiques à des sous-traitants. Donc, je veux dire qu'il y a un autre effet que l'encadrement passe avant l'expertise, c'est qu'on va user et abuser de sous-traitance pour les postes d'experts. Voilà, c'est juste ma petite remarque. Oui, c'est très vrai, effectivement. C'est-à-dire que l'expertise, elle est aussi fonction du grade détenu par l'intéressé. J'en veux pour preuve que, effectivement, un encadrant supérieur peut être très facilement nommé expert de haut niveau, alors que ce n'est pas le cas pour l'encadrement intermédiaire. C'est très clair. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire qu'on ne postule pas l'expertise pour le niveau de l'encadrement intermédiaire. Il faut la prouver, il faut la démontrer. Alors qu'elle est postulée d'entrée de jeu pour l'encadrement de haut niveau. Je vous renvoie à toutes les publications au journal officiel où effectivement un tel administrateur de l'État est nommé, etc. C'est flagrant. Ouais. Merci. Alors Jean, tu avais une question. Ouais, une question. J'en avais plusieurs, mais là, celle qui concerne du coup la définition de cadre entre l'expertise et l'encadrement. Moi, je vois un effet aussi un peu négatif au manque de reconnaissance de l'expertise. C'est que du coup, la seule voie de reconnaissance sociale, financière, en tout cas à la fonction publique telle que moi je la vois en administration centrale, c'est de confier de l'encadrement à des gens. Alors qu'il y a des gens qui doivent bien dépatouiller leur hiérarchie par leur expertise quelconque, juridique, financière, je ne sais quoi, mais qui n'ont absolument pas les qualités. Et à mon avis, il n'y a pas que la formation derrière. Il y a quand même une appétence, il y a quand même des prédispositions presque dans des relations interindividuelles. Et bref, le seul débouché à l'expertise devient l'encadrement de personnes. Et je trouve que c'est très négatif parce qu'on met en situation d'encadrer des gens qui sont dangereux pour la santé des autres et qui ont une compétence certes d'hyper-expert. Et puis derrière, ça met aussi quand même les problèmes des critères d'évaluation un peu cachés. Quand tu parlais de droit à la déconnexion, mais après je vais faire encore des rebonds, donc je vais m'arrêter après celui-ci. C'est que du coup, des gens qui ont une charge de travail de 50, 60 heures par semaine sont en concurrence avec des gens qui sont en charge de travail de 35 heures par semaine, ce qu'on doit à notre employeur. Et du coup, je comprends que la hiérarchie, ils disent, je vais prendre lui parce qu'il dépote beaucoup plus. Mais c'est un peu comme le dopage. Moi, j'en ai rien à foutre qu'un mec qui se dope. Mais par contre, si je dois être en concurrence, si je suis obligé de me doper pour gagner une compétition, là, ça m'emmerde un peu plus. Et c'est pareil, s'il y a des gars qui travaillent 60 heures par semaine et que moi, je veux respecter mon temps de travail, je comprends que la hiérarchie, elle prenne le gars qui travaille 60 heures par semaine. Mais c'est injuste. Oui, c'est pas normal. C'est du présentéisme aussi. Alors, je crois que Sophie avait levé la main pour prendre la parole. Il y a aussi Roman qui voulait poser une question. Je ne sais pas si tu veux réintervenir tout de suite, Sophie. On prend la question de Roman. Ouais, on prend une dernière question parce que sinon après je vais oublier des trucs. Ok, très bien. Roman. Ouais, bonjour à tous. C'est Olivia. Olivia Roman. Oui, j'avais pas pensé. Bonjour à tous. Non, moi juste deux témoignages. Là, très concrètement, je me retrouve dans une sous-direction. On est un bureau, on est deux. Donc en fait, mon chef de bureau, entre guillemets, se manage un peu tout seul. Et moi, je suis experte sans être associée à un niveau d'adjointe. Donc en fait, je fais toute la base besogne sans forcément être associée aux réunions stratégiques qui peuvent affecter le bureau. Donc, moi, j'interroge très concrètement la pertinence d'organiser des bureaux avec un chef de bureau que deux. Voilà. Et deuxième témoignage sur l'externalisation où on a
à des startups, là. Donc, de partenaires, de collaborateurs deviennent donneurs d'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans une direction où on est au compte de la startup. Voilà. Donc, on est dans une situation complètement kafkaïenne en centrale. Donc, voilà, non, c'est deux témoignages pour illustrer les propos. Voilà. Il y avait une question précise parce que là, j'ai bien entendu l'exemple. Il n'y avait pas de question. Non, pas de question précise, c'était juste une illustration de ce qu'on peut faire d'une sous-direction centrale. D'accord. Et ben, moi, je voulais rebondir sur 3 points. D'abord, sur la question du périmètre. Est-ce que les cadres sont seulement ceux qui encadrent ou est-ce qu'il y a aussi les experts ? Pourquoi est-ce que le patronat et plus généralement les employeurs veulent limiter à les cadres qui encadrent ? D'abord parce qu'il y a évidemment un enjeu salarial. Comme ça, il y a moins de personnes, ça limite la reconnaissance de la qualif. Et puis l'autre enjeu, c'est un enjeu de contrôle. Comme ça, c'est pour ça que le patronat voulait avoir... Déjà, à l'origine, il ne voulait pas de statut cadre dans la négociation qu'on a eue en 2018 et 2020. Mais ensuite, il voulait avoir un périmètre le plus restreint possible avec le plus petit nombre de cadres pour avoir seulement des cadres qui sont sous son contrôle direct, qu'il contrôle et qu'il maîtrise. La deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir en lien avec ça, c'est que je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur le fait que le management, ça s'apprend. Et ça, c'est important de le dire et de le marteler que le management, ça s'apprend et le management, ça se discute. C'est-à-dire, il n'y a pas une façon de manager. En fait, il y a différents systèmes managériaux, différentes façons de manager. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, le management, c'est une boîte noire. C'est le Zerisno alternatif, quoi. C'est comme s'il y avait qu'une façon de manager. Non, il y a des choix managériaux qui doivent pouvoir être discutés d'un point de vue collectif. J'en ai pas parlé tout à l'heure quand j'ai présenté le Wall Street Management, mais qui dit reporting, standardisation, objectifs chiffrés, dit en fait déprofessionnalisation et négation des métiers. Et ça, c'est un des points fondamentaux de l'approche de la CGT sur le management alternatif qu'on défend, c'est de dire qu'un bon management, ça doit reposer déjà sur la connaissance, le respect des métiers différents et des savoirs et savoir-faire différents et de l'expertise. Et donc, un bon manager, c'est pas forcément un bon technicien. On peut être un très bon expert, très bon technicien et être un manager catastrophique, ça a été dit. Mais par contre, un bon manager, il doit avoir la possibilité de connaître et comprendre les métiers de celles et ceux qui l'encadrent. Et c'est ça la grande nouveauté du Wall Street Management, du New Public Management, c'est que on met en situation, le principe, c'est de dire on manage de la même manière une usine automobile et un hôpital, et on a des gens qui vont être des cost killers et qui vont avoir un turnover très important, une mobilité très importante, parce que comme ça, ils sont encore plus malléables. Ils viennent pendant 5 ans, ils remplissent leur tableur de coûts, et puis une fois qu'ils ont fait le sale boulot, toc, ils vont aller ailleurs. On leur demande même de ne pas connaître le métier de celles et ceux qu'ils encadrent, en fait, parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces s'ils ne connaissent pas le métier de celles et ceux qu'ils encadrent, parce qu'ils vont être encore plus violents sur la standardisation de leur travail et l'imposition d'objectifs extérieurs. Donc nous, la première chose, c'est de dire un bon manager doit avoir la possibilité de connaître, maîtriser, comprendre les métiers de celles et ceux qui l'encadrent. Donc soit il est issu du rang, il le connaissait déjà, soit s'il arrive, il doit avoir un temps où il puisse faire le tour des services, faire le point avec chacune et chacun pour comprendre les différentes fiches de poste, les différents positionnements, etc. Ensuite, deuxième chose que je voulais dire, c'est l'enjeu stratégique de l'encadrement. Ça, c'est important de se le dire, se le redire. C'est que pour le patronat, comme pour nous, l'encadrement est un enjeu stratégique. Vous avez vu pendant la mobilisation qu'il y a eu, alors je ne sais pas s'il faut dire contre Blanquer ou contre les réformes Blanquer, mais en tout cas la mobilisation historique de janvier dernier dans l'éducation nationale, ce qui fait qu'aujourd'hui Blanquer n'est plus ministre de l'Éducation nationale, parce que normalement il était prévu, c'est quand même il a été battu aux législatives, mais indépendamment de ça, il était très proche de Macron, c'était le ministre avec le parfait de la Macronie, etc. C'est quand même les inspecteurs se sont rebellés. Et c'est ça qui a fait le basculement de la date de mobilisation de janvier, c'est la mobilisation des inspecteurs. Et donc,
nous, du coup, par effet inverse, le fait de permettre à l'encadrement de pouvoir avoir un cadre collectif de discussion, de débat, et entre personnes d'un même niveau hiérarchique, de pouvoir interroger les consignes qu'on nous demande à faire, le contenu de notre travail, etc., et penser notre travail autrement, c'est aussi permettre de transformer les rapports sociaux au travail. Et donc nous, dans notre stratégie syndicale, on n'est pas seulement sur dénoncer ce dont l'encadrement est victime, mais aussi permettre à l'encadrement d'exercer ses responsabilités différemment. Et ça ne peut pas se faire individuellement. On ne va pas demander à un cadre de se sacrifier en refusant une directive managériale qu'on lui demande. Bon, après, il faudrait prendre un peu plus de temps pour en débattre, mais ça s'affine. Enfin, il y a des cas où il faut refuser, mais en se sécurisant, etc. Mais c'est compliqué. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est leur permettre de se retrouver collectivement et collectivement de pouvoir faire autrement. C'est ça qui va vraiment changer la donne et qui va éviter de carboniser tel ou tel cadre très courageux qui va refuser. Il va se retrouver comme ça, et puis après, on peut repartir à zéro. Et dernière chose, c'est la raison pour laquelle la transformation, la nouveauté de la réforme de la fonction publique, c'est que dans la fonction publique, initialement, l'idée, c'était d'externaliser les catégories C. Ça, c'est ce qui s'est passé sur les années 2000, parce que c'était des mesures d'économie dans les bilans comptables. On sort de la masse salariale et comme ça, on fait baisser en affichage la masse salariale, sachant que l'externalisation même des catégories C, ça peut coûter plus cher. La nouveauté sur la réforme de la fonction publique et la nouveauté de la vision Macron, c'est d'externaliser l'encadrement. Pourquoi ? Parce que c'est des fonctions stratégiques et que c'est comme ça qu'on transforme les services publics. Ce qui s'est passé sur la transformation de la privatisation des entreprises publiques, ça s'est fait par l'encadrement. C'est pas l'externalisation d'en bas qui permet de transformer le sens et le contenu des missions. Et donc là, c'est la raison pour laquelle ils multiplient l'externalisation sur des fonctions d'expertise ou d'encadrement, avec externalisation et contractualisation, le fait de faire venir des contractuels sur des missions d'encadrement, sachant que les contractuels en général leur coûtent 2 fois plus cher, c'est parce que pour transformer le sens et le contenu des missions, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ça permet progressivement de rompre avec la spécificité de la fonction publique et d'aligner la fonction publique sur le privé, avec en plus des conflits d'intérêts à tout va. Et on peut dire que Macron, c'est la République entre guillemets des conflits d'intérêts. Avec du coup du pantouflage et des gens qui vont travailler pendant 5 ans dans la fonction publique, ensuite vont aller dans le privé et après vont retourner dans la fonction publique. Et donc on voit bien que ça génère des conflits d'intérêts généralisés en fait, ces pratiques-là. Et dernier point, mais peut-être qu'on pourra y revenir en fin de réunion, moi je veux bien avoir un temps d'échange sur la question de qui est cadre, qui ne l'est pas, et donc du débat qu'il y a pu avoir à la CGT Éducation. En fait, le débat, il s'est situé sur est-ce que les profs sont cadres. Et c'est vrai que parfois, il y a un certain nombre de travailleuses intellectuelles, les profs dans le second degré et les enseignants dans l'enseignement supérieur, qui, moi c'est un truc, ça m'échappe, mais bon, j'essaie de comprendre leur logiciel, qui en fait se sentent en dehors des rapports sociaux au travail. Bon, quand on est prof, on n'encadre que ses élèves, on n'a pas de salariés à encadrer, mais en attendant, sur la définition de ce que c'est que l'encadrement, on a un niveau de qualification Bac+5, on a des responsabilités très importantes, parce que s'occuper d'élèves, c'est des responsabilités extrêmement importantes qui peuvent conduire au pénal, et on a une autonomie très importante, et d'ailleurs on se bat pour les défendre, à savoir les libertés pédagogiques, et une autonomie aussi sur l'organisation de son temps de travail, etc., etc. Donc on coche toutes les cases pour être cadre, et ne pas se reconnaître comme cadre, le problème c'est qu'avec ça, c'est la hiérarchie qui se frotte les mains, parce que comment dénoncer le déclassement des profs et leur sous-rémunération si on dit les enseignants ne sont pas des cadres, et moi j'ai même entendu certains dire on est des ouvriers de l'éducation. Bon, c'est pas sérieux. Les gens qui disent ça, moi je trouve que c'est même insultant pour les ouvriers, ça veut dire ils ne connaissent pas le travail ouvrier aujourd'hui. C'est quand on est prof, en travail ouvrier, quand on travaille en usine, on a quasiment 0 degré d'autonomie, ne serait-ce que dans la définition de son temps de travail qui est normé de A à Z, et du contenu de son travail, etc. Et pas du tout ça quand on est enseignant. Et c'est important de comprendre, y compris, là je parle,
en interne à la CGT, de comprendre qu'il y a aussi des rapports de domination et qu'on s'inscrit là-dedans. Et donc, quand on est enseignant, on a accès à un niveau de qualif, on fait un travail qui n'est pas un travail ouvrier et qu'il faut aussi faire attention d'ailleurs à ne pas reproduire les rapports de domination dans le syndicat. Et donc, pour ça, la première des choses, c'est déjà d'être au clair sur qui on est. Oui, je suis cadre et donc je dois faire attention à laisser toute la place aux ouvriers employés et à ne pas m'exprimer à leur place, par exemple. Voilà, on pourra prolonger si vous voulez dans les échanges, mais donc sur la question, le sujet n'est pas complètement, n'est pas, il y a, on va dire, un tiers de l'éducation nationale qui ont arrêté de cotiser à l'UGICT en considérant qu'ils n'étaient pas cadres, mais il y a quand même les 2 tiers des syndicats CGT de l'éducation nationale qui continuent à cotiser à l'UGICT. Il y a peut-être un des points sur lesquels on n'est pas revenu, enfin tu es revenu là, Sophie, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des collègues qui peuvent témoigner sur cette emprise des cabinets de conseil et les prestataires. Enfin, il y a plusieurs collègues de la DNE qui sont connectés soit à distance, soit qui sont présents. Et c'est vrai que le fait de voir aussi qu'on transforme l'administration en ayant de plus en plus recours à des prestataires sur des missions qui sont pourtant essentielles, c'est à la fois lié aux sous-effectifs, à la volonté de contrôler la masse salariale, et donc on est sur du hors titre 2, on n'est pas sur des dépenses de personnel, mais c'est aussi clairement idéologique. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui veulent dire un mot, parler de leur expérience. Nous, la direction des sports, on est pas mal dedans. C'est tout ce qui est, on est en réorganisation un peu permanente, ça, on pourrait aussi en causer. Et on a des consultants qui viennent, d'ailleurs, dont le travail n'est jamais visible, n'est jamais vu. On revient sur l'opacité dont tu parlais tout à l'heure dans le processus de décision et l'exclusion, ou plutôt une concentration du nombre de personnes non seulement qui ont le pouvoir de décider, mais qui sont même inclus dans le processus de décision, qui est de plus en plus restreint, auquel maintenant on met de plus en plus souvent des prestataires externes. Et là, on a une petite nouveauté, c'est qu'on a alors je sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas si certain que ça, on a des prestataires, on a on appelle ça des consultants internes à l'EducNat. Mais franchement, les méthodes... Il y a ça à l'ADEP aussi, à la direction des statistiques, il y a des consultants... Mais moi, de ce que j'en vois à la DS, ils ont les mêmes méthodes que les gens du privé. Hein. Ils arrivent, ils ont des PowerPoint tout faits qu'ils adaptent légèrement à l'environnement dans lequel ils interviennent. Mais franchement, c'est du copier-coller, quoi. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est ils viennent presque experts de la méthode, mais sans rien comprendre du fond du métier, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, de pas mal de cadres, quoi. En fait, on est expert dans une méthode qui doit être un peu du reporting, j'imagine. Et puis voilà, quoi. Mais du coup, mais j'ai vu leur PowerPoint qu'ils ont fait pour les collègues de la jeunesse et le nôtre. C'est quasiment les mêmes, quoi. Il y a très peu de différence. Donc, nous, et puis voilà, pour moi, et je sais pas comment faire, surtout parce qu'on peut déplorer, mais comment est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on coupe du processus de décision des gens qui ont un peu d'appétence pour la matière, pour le sujet de base, et qu'on le donne à des experts de tableaux Excel et autres PowerPoint, on voit bien qu'il y a quand même... qu'il y a une concentration d'un faible nombre de personnes dans le processus de décision qui est assez effarant, avec une opacité qui va avec. Et même la dernière fois, la nénette, elle vient, je suis consultante interne à l'EducNat, tout ça. Et j'ai oublié de lui demander, j'aurais dit, en fait, qui est-ce qui te paye et à l'aune de quel objectif t'es évalué? Et en fait, pour moi, il y a peut-être une question là-dessus, une bataille à mener, je sais pas, sur la transparence des objectifs assignés à chacun. Par exemple, moi, ma directrice des sports, elle a une lettre de mission du chef de cabinet ou de je sais pas qui, du dire cabinet. Et moi, je trouvais ça normal de l'avoir, en fait. Mais ça, on peut être sûr qu'on les voit jamais, ces trucs-là. Alors ça, moi, je trouve ça dingue, quoi. Voilà, donc pour les consultants, moi, c'est une question qui m'agace et en même temps que j'aimerais bien voir comment on pourrait lutter contre, quoi. Alors, je sais pas si quelqu'un veut réagir. Oui, moi, vous m'entendez? Oui. Comment ça marche? Oui, Oui, alors donc en fait, je souscris pleinement à ce que vient de dire Jean. J'ai moi été analysée par un consultant interne sur mes missions. Alors on lui a demandé sa lettre de mission, il n'en avait pas. Donc on n'avait pas de cadrage de mission, on ne savait pas très bien pourquoi il m'interrogeait.
Et au final, quand j'ai vu les comptes rendus, d'abord, il ne me les a jamais transmis. J'ai jamais eu le droit de voir ces comptes rendus. Je les ai découverts lorsque mon nouveau chef de département a pris en charge son département et on discutait ensemble des missions du département. Et là, je découvre ce qu'il a marqué à mon sujet. Et en gros, il s'est focalisé sur 10% de mon travail qui correspond à l'intitulé de mon poste. Mais par contre, les 90%, bien que m'ayant posé des questions dessus et que j'ai essayé de définir ce que je faisais, ça n'a pas transparu. Donc, j'ai été réduite à faire un boulot d'ingénieur d'études alors que je suis ingénieur de recherche. À savoir, j'ai été réduite à uniquement cartographier les processus de la mission. Donc, ça m'a beaucoup retourné. Alors qu'en fait, heureusement, dans la direction et avec ma chef de département, ça se passe bien. Mais pour autant, je trouve inadmissible qu'un petit jeune étiqueté consultant interne envoyé par le SAM vient sans lettre de mission, uniquement parce que, soi-disant, le SAM et la DGRI l'a mandaté, et finalement nous interroge sans que nous, on sache pourquoi il nous interroge. Ouais. Merci pour ce témoignage, Emmanuel. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser une question ou rebondir. Sinon, on peut peut-être laisser Sophie conclure. Parce que Sophie avait levé la main. Donc, Non, mais je ne sais pas si je vais conclure, mais je pense que cette question-là est extrêmement importante, qu'il faut absolument avoir une stratégie sur la question des consultants. D'abord, on peut quand même remercier McKinsey parce que grâce à eux, il y a enfin un débat public sur la question des consultants avec... vous avez vu qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée au Sénat qui reste assez modeste. Hein, il y a déjà quand même une transparence qui se fait par rapport à des choses qui duraient depuis des années. Et donc, maintenant, on peut en débattre avec une analyse. Il y a une sociologue qui s'appelle Anne-Marie Dujarrier qui définit un peu le monde des consultants comme des planeurs. Elle les appelle planeurs et je trouve que ça correspond très bien en fait sur des gens qui... d'ailleurs, leur exemple montre très bien pourquoi on ne peut pas limiter les cadres à ceux qui encadrent. Eux, ils encadrent personne. Mais par contre, leur travail va avoir un impact hyper fort sur des millions de salariés avec tous ceux qui doivent amener dans leur expertise et qui est dans leur dialogue. Et donc, sur les consultants, moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir une stratégie collective sur les consultants. Donc là, c'est beaucoup trop court pour en parler, puis il faudrait faire un travail un peu approfondi, stratégie collective et syndicale. Déjà, d'avoir la transparence sur toutes les boîtes qui viennent, quelles sont les feuilles de mission, avoir une information aussi collective, du coup, sur les droits et appeler les patrons à faire respecter leurs droits, c'est-à-dire déjà se procurer la lettre de mission. Dans le témoignage qui a eu lieu, dire que, par exemple, le descriptif du poste ne correspond pas du tout à ce qui est fait, à avoir un droit de réponse, ne pas laisser cet écrit seul, mais faire un contre-écrit pour surtout ne pas laisser ça seul. Et puis, l'autre chose qu'on peut faire aussi intéressante dans un cadre syndical, c'est qu'il y a toujours une première étape qui est importante, la lucidité, la compréhension du système. Ça, c'est une première étape de protection importante des individus. Et donc, nous, la CGT, on syndique partout. Et donc, on syndique aussi des consultants et des consultantes qui sont très critiques par rapport à ce qu'ils font. Et d'ailleurs, c'est intéressant de discuter avec elles et avec eux, parce que moi, il y en a qui m'ont raconté, par exemple, une fois être venue dans une administration avec une mission très violente pour les salariés à qui ça s'appliquait, et avoir en face des salariés qui, pour se défendre, leur avaient fait une attaque de trombone. Bon, c'est une anecdote, mais bref. Donc tout ça pour dire que nous, on syndique et on organise aussi des consultantes et des consultants, et qu'on pourrait très bien organiser dans un cadre syndical le fait que une de ces consultants vienne. La seule condition, ça serait, je pense qu'il faudrait qu'ils puissent venir sous pseudo et pas afficher le nom de leur boîte pour pas être en difficulté, mais vous raconter ce qu'on leur demande de faire, comment ils travaillent, etc. Et comme ça vous donne, vous, des billes, comprendre les gens que vous avez en face de vous. Et c'est très utile, je pense, après, derrière, pour une stratégie syndicale. Et après, il y a évidemment un volet d'interpellation collective du syndicat
vis-à-vis de l'administration et d'avoir un certain nombre d'exigences. Donc évidemment, la première exigence, ça serait de ne pas avoir tous ces consultants, mais dès lors qu'il y en a, avoir des exigences liées au fait qu'on ait communication des lettres de mission, qu'on puisse contester les résultats, que les IRP, que ce ne soit pas une communication individuelle des lettres de mission, mais que les IRP soient informés avant des lettres de mission et qu'on puisse les discuter. Les IRP, les représentants du personnel, pardon, etc. Il faut réfléchir à des revendications collectives. Bon, évidemment, l'objectif, ça serait qu'on n'ait pas, mais si, en fonction du rapport de force, s'il y en a quand même, comment est-ce qu'on peut encadrer et limiter un maximum les choses et protéger les agentes et les agents de cette intrusion très violente en fait dans leur travail, parce que quand il y a quelqu'un qui vient évaluer le travail de quelqu'un d'autre, on ne sait pas à quoi ça peut servir. C'est-à-dire ça peut influer sur l'évaluation individuelle, ça peut influer derrière sur des remplacements de postes. Parce que la première chose qu'on fait avant de remplacer quelqu'un, c'est qu'on fait le détail des missions qu'il exerce pour savoir comment le remplacer par quelqu'un d'autre, par un prestataire externe, par une machine, etc. Donc évidemment, avant de mettre sur la table et de détailler toutes les missions et tout le travail qu'on fait quotidiennement, on doit avoir des garanties sur ça va servir à quoi en fait. Est-ce que ça va servir à supprimer mon travail, à le transformer, à me mettre une mauvaise note? On ne peut pas faire ça à l'aveugle, c'est pas possible. Juste peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit là, parce qu'il y a sur la terminologie, parce qu'à mon sens c'est très important, il y a prestataire versus consultant. Oui. Et à mon sens, consultant, si on est dans une logique du Watch Autonomy, dans ce qu'on appelle la conduite du changement, hein, effectivement, voilà, faut faire passer certains messages ou une nouvelle organisation. Et puis il y a la notion de prestataire. Et moi, je le vois très très bien parce que je travaille énormément en interministériel et notamment aux finances, ils sont sur la notion de prestataire, mais c'est sur le très long terme. C'est-à-dire qu'il y a carrément un effet substitution. C'est-à-dire qu'au lieu de recruter du titulaire, pour des raisons XY hein, que l'on ignore, et bien on fait appel à des prestataires. Voilà. Donc à mon avis, c'est très intéressant ce que tu dis, mais moi, l'avantage que je vois à la notion de prestataire, c'est qu'au moins la notion de prestataire, c'est clair sur il y a un donneur d'ordre, il y a un prestataire. On est parfaitement à l'endroit, ce qu'on voit souvent, c'est qu'ils prennent le pouvoir, ce que vous avez à faire, alors que c'est des prestataires, en fait. Ce que souligne Pascal, et ce qui est intéressant aussi avec cette critique sur les prestataires, c'est que clairement, on a un glissement. On sait quel est l'argument budgétaire derrière. C'est voilà, on diminue les effectifs. Donc, ok, il y a un glissement vers du hors titre 2, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a aussi la capacité à avoir des gens qui sont extérieurs, qui vont, en fait, on fait taire aussi. On a moins de capacité à s'opposer, à pouvoir prendre en compte par une expérience, par des rapports avec les autres au niveau de l'administration. Voilà, on a aussi, je pense que c'est ça qu'il faut prendre aussi en compte. Et ça pose vraiment question à long terme sur comment est-ce que l'administration, c'est ce que nous disait Caroline Michel Aguirre qu'on avait invité au printemps, sur son bouquin Les Infiltrés, hein, elle disait aussi l'État très souvent paye pour s'autodissoudre avec les cabinets de conseil ou avec les prestataires. Tout à fait. Et effectivement, il y a de ça aussi. Pour rétrécir son périmètre. Rétrécir son périmètre, oui. J'ai peut-être une petite question, Sophie. Du coup, Je vous entends pas. Ça s'est gelé un instant, mais là j'entends nouveau. Ouais, mais moi j'entends plus en fait. Mais je t'ai entendu, mais j'ai pas entendu ce que disait Christophe, je crois. Non, mais on a tous été coupés en fait. Enfin, la salle principale a été coupée visiblement. D'accord. Alors je vais essayer de réactualiser. Allô? Ils sont toujours aussi figés. Moi, c'est pareil, j'entends plus rien. Je suis à distance aussi. Bon, on va attendre qu'ils réparent leur connexion.
Pour en revenir sur le fait de demander la lettre de mission, Ah, ça je y est. l'avais fait, hein, j'avais demandé la lettre de mission, ils ne me l'ont jamais donnée. Et j'ai jamais eu le droit d'accès à ce qu'ils ont écrit. Par rapport à ce que tu disais, comme quoi il faut avoir un droit de réponse. Moi, j'ai jamais eu le droit d'accès à ce qu'ils ont écrit. C'est fortuitement que je l'ai découvert. Mais alors, je sais pas, on est rétabli avec la salle principale ou pas? Non, visiblement non. Oui, bah, ça m'étonne pas, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des demandes dans un cadre collectif, c'est-à-dire que ça soit aussi le syndicat qui demande ça, pour pas que ça soit telle agente empêcheuse de tourner en rond qui demande ça. Parce que si c'est toi qui peux demander individuellement et que ça soit parmi les garanties que le syndicat exige, en fait, en disant... Ouais, d'accord. Et comme vous voyez, la fin de la vidéo aussi s'arrête un peu en queue de poisson, on peut le dire, puisque on a eu un problème de batterie sur l'ordinateur qui commandait la visio, et donc on n'a pas eu une vraie conclusion à cette conférence. En tout cas, un grand merci à Sophie Binet d'avoir participé, d'avoir soulevé toutes ces questions que, évidemment, on va retravailler au niveau de la CGT, Éducation Administration Centrale, puisque pour nous, c'est vraiment une des questions essentielles pour notre administration pour les années à venir. Merci à tous!